quatre grandes parties, on va dire plutôt trois. La dernière, c'est plutôt la conclusion, mais on va d'abord passer en revue le dispositif Elena, puis on passera le dispositif PDA, donc Project Development Assistance, qui figure à présent dans le programme LIFE. Et à la fin, on vous fera une petite synthèse de l'ensemble des deux. Qu'est-ce qui est mieux, dans quelle situation, un élément comparatif qui vous permettra un peu comment dire, de vous projeter un petit peu mieux. Juste, du coup, par rapport aux deux principaux dispositifs qui nous intéressent aujourd'hui, à chaque fois, trois petites parties, sous-parties. Dans un premier temps, on voulait une présentation du dispositif, vous expliquer de quoi il s'agit, qu'est-ce que ça finance, comment ça le finance, quelles sont les conditions principales de financement. On va faire un focus qui sera bref, parce que je ne pense pas que ce soit celui qui vous intéresse le plus, du contenu du dossier de candidature. Ça sera bref, mais c'est quand même important parce que ça vous permet quand même de savoir un petit peu est-ce que c'est facile ou pas de le faire et quel est le niveau de maturité dont j'ai besoin avant de me lancer dans ce type de candidature. Je ne vais pas préciser, mais dans la partie présentation du dispositif, on parlera également des conditions de portage, qui je pense sont importantes. Finalement, on parlera aussi de quelques exemples de projets financés qu'on a trouvé intéressants, soit parce que bah, forcément ça parle de réseau de chaleur, soit parce que c'est en Auvergne-Rhône-Alpes, soit parce que c'est du réseau de chaleur en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc voilà, des choses qui vous permettront de vous projeter sur qu'est-ce qui est faisable, qu'est-ce qui a déjà été fait, et donc, sous-entendu, qu'est-ce que l'on peut reproduire facilement. Si ça vous va, Romain, je te donne la main Ok. et on démarre. Alors, du coup, on démarre par le dispositif ELENA. Le dispositif ELENA, c'est la Banque européenne d'investissement qui s'en occupe. Donc, on commence par qu'est-ce que c'est comme dispositif, comment ça fonctionne, qu'est-ce qui est éligible, quelles sont les conditions de financement, etc. Alors, là-dedans, donc dans ELENA, il y a ça apporte des assistances dans trois secteurs. Il y a trois enveloppes dédiées. Il y a une enveloppe qui est sur l'efficacité énergétique. Euh, donc voilà, tous les projets qui favorisent l'amélioration de l'efficacité énergétique et le recours aux énergies renouvelables. Il y a une deuxième enveloppe qui est équivalente, qui est elle spécifiquement dédiée aux projets dans le résidentiel, mais qui finance voilà, le même type de projet. Et une dernière enveloppe qui est sur transport et mobilité en ville, donc euh, tous les projets qui sont pour permettre des économies d'énergie ou des réductions des émissions dans le domaine du transport. Donc, on va le voir plus tard, Elena, ça finance, on va dire, les parties amont d'un projet. Il faut ce qui est l'élément essentiel, c'est qu'il faut identifier un programme d'investissement important. Ce qui est important pour la BEI, ça veut dire plus de 30 millions d'euros sur une période de 3 ans. Donc, j'ai un projet résidentiel avec plusieurs promoteurs de plusieurs groupes d'immeubles à rénover ou changement de système de chauffage, etc. Voilà, globalement, nous, ce qu'on a vu dans les projets qui ont déjà été financés, les montants, ils tournent entre 40 et 60 millions d'euros pour de projets. Donc, les conditions de portage. Alors, qui peut porter le projet? Alors, ça va être, on va vous mettre, donc, en premier paragraphe, on vous met la définition, ce qui est proposé par Elena, mais après, on va vous expliquer un peu ce qui en ressort de ce qu'on observe réellement. Donc, euh, il y a beaucoup d'entités publiques et privées qui peuvent avoir accès à ce financement, autorités locales, régionales, nationales, gestionnaires de logements sociaux, gestionnaires de biens immobiliers, chaînes de magasins, entreprises énergétiques, aussi des banques, intermédiaires financiers, etc. Euh, voilà. Ce qu'on voit, c'est que le dispositif, c'est possible d'y accéder en monopartenaire, mais généralement, ce qui se passe, c'est que les déposants déposent un dossier avec un consortia, avec différentes entités publiques et privées qui sont présentes dans un seul pays. Donc, ça va être un projet avec plusieurs entités. Donc, généralement, pour faire un programme d'investissement de plus de 30 millions d'euros, on va regrouper plein de petits projets de plus petite dimension. Donc, on va regrouper dans plusieurs acteurs, plusieurs personnes qui gèrent des logements sociaux, qui gèrent des biens. Et ensuite, on va les assembler pour faire un consortium. On va aussi prendre des banques, on va aussi prendre
des entreprises pour la partie gestion des contrats énergétiques, etc. Projet. Peut-être juste indiquer, rajouter à ce stade-là que typiquement, si on fait un petit peu le parallèle avec ceux qui sont présents avec nous dans la salle, Mhm. aujourd'hui, on parle réseau de chaleur. Voilà, si vous n'avez pas un programme d'investissement de 30 millions d'euros, voire plutôt entre 40 et 60, parce que c'est ce qu'on voit typiquement comme étant les projets financés, voilà, le programme permet le regroupement de plusieurs projets de plus petite envergure, plusieurs projets qui fait peut-être 10 millions ou de ce type-là, et qui puissent candidater ensemble. Ça fonctionnerait, ça serait considéré comme étant un projet éligible. Et donc, ça demanderait en revanche voilà, une candidature commune entre les Ça, différents mais sous-projets. souvent, le bénéficiaire final, ça va être la municipalité, métropole, et ensuite il peut engager derrière des acteurs privés, publics avec lui, des agences de l'énergie côté public, ou même voilà, des, des entreprises de services énergétiques. Ce qui va être important, c'est qu'il y a une entreprise qui soit un petit peu le chef de file qui soit désigné et qui aura la responsabilité de faire en sorte que, alors on va le voir sur la slide suivante, il y a une question d'effet multiplicateur à démontrer, et ce sera elle qui sera en charge de faire en sorte que cet effet soit atteint. Mais donc effectivement, là, une collectivité, c'est pas forcément elle qui va faire les travaux, elle va sous-traiter forcément une partie de toute ou partie de ces travaux, il y aura forcément de la coordination en interne, mais en soi, ce n'est pas elle enfin, il n'y a pas forcément besoin d'avoir, enfin, c'est elle qui va bénéficier de l'aide et qui va la redistribuer, mais en soi, il n'y a pas besoin d'avoir tous les acteurs intégrés qui bénéficient de l'aide. Mhm. Donc, qu'est-ce que ça finance, le dispositif Elena? Donc là, on a la liste, donc, qui n'est pas une liste exhaustive, hein, mais bon, c'est ce qui est présenté par la BEI. Donc, c'est pour résumer toutes les études préliminaires. Donc, tout ce qui est audit énergétique, étude de faisabilité, structuration du programme. En fait, il y a toute la partie lorsqu'on va vouloir regrouper concrètement plusieurs projets. Bah, toute cette partie-là, ben, on peut le prendre en termes de dépenses. On peut aussi prendre toutes les procédures de passation de marché et de contrat. Donc, toutes ces parties amont, on peut les prendre en compte. Euh, voilà. Et ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que les dépenses, elles sont soutenues sous forme de subvention à hauteur de 90% des dépenses. Et il faut démontrer un effet multiplicateur de x10, x20. Alors, enfin, on va le développer après, mais bon, voilà, c'est un effet multiplicateur entre l'argent qui est investi euh, entre les 800 et les 2 500 000 et ben, le projet d'investissement global qui doit être de plus de 30 millions. Donc, c'est-à-dire que typiquement, si on prend l'effet multiplicateur x20, qui est l'effet multiplicateur, parce que le x10, je crois que c'est dans le résidentiel, on le verra après, Oui, mais oui. x20, ça va concrètement concerner les réseaux de chaleur. Mhm. Si on a besoin de faire financer 2,5 millions d'euros d'études d'ingénierie, il va falloir qu'on présente un programme d'investissement 50 millions d'euros. Mhm. Voilà, donc comment l'aide les perçus. Donc, une fois qu'on a reçu le go de la BEI, on a un préfinancement à hauteur de 40%, donc à la signature de l'accord. Au bout de 18 mois, on a un nouveau préfinancement de 30% supplémentaire sous réserve d'approbation de la BEI. Et à la fin, on a les derniers 30%, pareil, sous réserve de l'approbation, des dépenses, comme des cartes de dépenses bien éligibles, etc. Et ces derniers 30%, il faut justifier l'effet multiplicateur. Donc voilà, l'effet multiplicateur, on en a parlé, donc x10 pour la première enveloppe et pardon, x20 sur la première enveloppe, donc tous les projets d'efficacité énergétique et x10 sur les projets spécifiquement pour le résidentiel. Alors, en fonction de qui est le porteur du projet, enfin qui est le bénéficiaire final, on peut avoir des spécificités. Alors, si c'est on peut demander une garantie, enfin, la BEI peut demander une garantie financière si c'est un privé qui porte le projet, qui est coordinateur du projet. Si c'est une entité publique, bon, généralement, l'entité en est exemptée.
Alors, ça, on est sur la partie de qui peut porter le projet. Maintenant, c'est une fois qu'on a un consortium euh, créé, comment ça se passe. Donc, il y a une phase, on va dire, de construction qui est avant la première demande. Donc, la première chose qu'on peut faire, c'est contacter la BEI directement. Donc, on va voir que la BEI, elle est presque à la recherche de projets, c'est-à-dire qu'elle va co-construire, elle va co-construire avec le porteur de projet un peu un projet qui va bien tenir la route et qui va être ensuite présenté à la commission. Donc, il y a une phase de pré-demande. Donc là, il y a un formulaire qui est disponible en ligne qui fait 2-3 pages. Donc, dans ce formulaire-là, on va décrire quel est le programme, à quoi ça correspond ce programme supérieur à 30 millions, quels sont les coûts d'investissement, les montants qui vont être financés par Elena, et aussi les effets vont démontrer que voilà, il y a bien un effet multiplicateur, qu'on pressent qu'il y a un effet multiplicateur de x20 qui va être atteint sans problème. Et puis décrire qui on est en tant que consortium et qui est le profil du demandeur. Donc cette pré-demande, à l'issue de cette pré-demande, il y a un go, no-go de la part de la BEI. En cas de go, on avance vers une demande, donc on va développer plus tard. En cas de no-go, il y a 6 mois d'attente avant un redépôt. Voilà. Donc, ce qu'il y a à noter, c'est que c'était possible de prendre contact tout de suite avec la BEI pour monter un dossier. Ils encouragent même. Donc, si on passe ce premier round, ce premier screening avec un dossier de 2 pages, il faut faire un dossier, on va dire, équivalent qui couvre à peu près les mêmes parties, mais cette fois-ci de 30 pages. Donc là, voilà, on présente le demandeur, dans quel cadre le projet s'inscrit, hein, voilà, quel plan d'action pour l'énergie durable, les objectifs, voilà, les expériences en termes de projets déjà financés. On présente le programme d'investissement et là, on demande des choses assez précises sur le périmètre géographique et puis nombre de mètres carrés, nombre de kilowattheures, etc. sur les différents sous-projets. On décrit ce qui va être financé par Elena, l'organisation du consortium, comment est-ce qu'on passe des marchés, le calendrier, les montants, comment est-ce qu'on dissémine les résultats de notre projet, etc. Donc là, c'est une phase où on fait un premier dossier de 30 pages, on le propose à la BEI, il la révise et ensuite on rédige avec eux une deuxième proposition. Enfin, on fait évoluer le dossier de financement. En fait, ça se coécrit avec la BEI jusqu'à ce que la BEI soit OK pour qu'on envoie à la Commission européenne. Donc ensuite, après, c'est plus simple. Enfin, une fois qu'on a un dossier qui convient à la BEI, qu'on finance bien les bonnes choses selon eux, on envoie à la Commission. Et en cas d'acceptation, il y a une phase de négociation, d'accord final entre la BEI et le bénéficiaire final. Voilà, du coup, il y a vraiment cette phase, la grosse phase, c'est la phase 2, c'est la phase de construction avec la BEI du dossier. Peut-être s'il y a des questions à ce stade, en termes d'éligibilité des dépenses, peut-être. Est-ce que c'était bien clair que du coup, Elena finance bien de l'étude, pas de l'investissement? Voilà, il y a cet effet multiplicateur, x20 à démontrer. On peut se regrouper ou pas, c'est pas nécessaire, c'est pas obligatoire. Et puis, on est beaucoup dans de l'échange avec la BEI, donc entre guillemets, ça favorise quand même un petit peu voilà, c'est un dispositif qui est un peu lourd, qui est un peu gros, mais en soi, voilà, on n'est pas non plus seul face aux financeurs. Oui, Didier Froment, là peut-être une question. Ça concerne donc les études, c'est ce que vous avez dit, mais j'avais compris aussi que ça concernait les infrastructures numériques, c'est-à-dire ça concerne, je dirais, tout ce qui va concerner l'instrumentation, en fait, pour faire court. En fait, l'instrumentation, ça peut fonctionner euh, dans la mesure où, voilà, l'idée, c'est vraiment de pas financer. Quand je dis l'infrastructure, l'idée, c'est pas de financer comment dire, Les équipements. les équipements. En revanche, tout ce qui va permettre, typiquement, infrastructure numérique, si vous avez besoin de monter un jumeau numérique, si vous avez besoin d'avoir
voilà, de l'instrumentation, du capteur et ainsi de suite. Tout ce qui va être nécessaire, tout ce dont vous avez besoin pour lancer, avant de lancer votre investissement concrètement, c'est une dépense qui peut être considérée comme éligible. OK. Gilles de Bouffaut de Cornabat Métropole. Est-ce que du coup, on peut financer des postes au sein des organisations qui sont maîtres d'ouvrage? Oui. Oui. Ok. Et du coup, dans la phase amont, ou ça peut être aussi dans le suivi de la mise en œuvre du projet? Oui, les deux. Normalement, c'est bien les deux, parce que typiquement, vous allez le voir dans les projets qu'on a montrés, enfin, qu'on va vous montrer, qui sont un petit peu des cas, des références de projets financés. On voit que voilà, c'est des projets où ils vont financer tout le lancement du projet et la mise en place de tout ce qu'il faut pour faire en sorte que l'investissement se passe bien. Mais en soi, on n'a jamais financé l'investissement en tant que tel. Excusez-moi, vous avez précisé que c'était un investissement à porter sur 3 années. Par contre, est-ce qu'il y a une date butoir, est-ce qu'il y a une année butoir avant que ce soit réalisé? Je crois. J'ai pas lu. Non, je pense pas. Dans les projets financés, c'était 3 ans. Généralement, c'était sur 3 ans, mais je ne sais pas si on peut faire plus que 3 ans. En fait, le fond de ma question, c'est 3 ans. Comme c'est des énormes projets, effectivement, ce n'est pas forcément instantané pour postuler là maintenant tout de suite. Mais en admettant qu'il y ait une DSP qui se renouvelle et qu'un nouveau délégataire arrive d'ici 2 ans, avec effectivement tout un tas de propositions, on atteint forcément facilement ce montant de 30 millions. Et à ce moment-là, en 2025 ou 2026, est-ce que on pourra postuler ou ce sera trop tard? Il y aura peut-être d'autres programmes d'ici là, mais voilà. Alors, est-ce qu'il y aura d'autres programmes? En soi, ça, on ne peut pas vous le dire. Ouais. En soi, Est-ce par que contre, celui-ci courra toujours? Parce que oui, Ok. d'accord. Ok, donc j'ai compris votre question de date butoir. Ce n'est pas un appel à projet. Contrairement à la PDA qu'on va discuter juste après, c'est une aide qui court et qui, en soi, aujourd'hui, n'a aucune limite de dépôt. Donc, vous pouvez déposer votre projet l'année prochaine, en 2 ans. Bah, après, on ne peut pas soupçonner de quand, si un jour la Banque européenne d'investissement décide de le stopper. Oui, oui, d'accord. Mais en soi, aujourd'hui, il n'y a pas de fin. Et du coup, quand il y a une relation délégant-délégataire, ça peut être du coup un projet déposé conjointement entre les deux parties. Absolument. Oui, c'est souvent le cas d'ailleurs. Ouais, ok. Très bien, Sauf que parfait, merci beaucoup. c'est le délégant en fait qui prend la responsabilité, on va dire, globale. Ok. D'autres questions? Top. Bah, Ok. Du coup, donc, sur le dossier de candidature, on va regarder quels sont les critères et puis ensuite qu'est-ce qui compose le dossier de candidature. Donc, il y a le premier critère, c'est la bancabilité entre guillemets. C'est la capacité du porteur de projet à attirer plusieurs financeurs, enfin, que le projet soit globalement crédible. Donc, à la fois que le projet soit crédible, ensuite la capacité financière et technique du consortium à pouvoir mener le programme d'investissement correctement jusqu'au bout. Il faut montrer qu'on a des besoins techniques sur la partie montage de projet. Il faut aussi montrer qu'on a ce qui est une particularité, on va dire, d'Elena, c'est que c'est pas obligatoire, mais ça peut être bien vu d'avoir recours à des solutions innovantes. Soit des technologies innovantes, soit en termes d'organisation, de processus, etc. Alors, eux, ils sous-entendent surtout technologique, mais bon, si on montre qu'on a une innovation, soit dans les acteurs qu'on amène et dans le fonctionnement, est-ce qu'on amène, mettons, de nouveaux contrats, etc., nouveaux types de contrats, ça peut rentrer, ça peut être valorisé comme une innovation organisationnelle. Donc après, c'est ça assez facile, mais il faut montrer qu'on contribue aux objectifs stratégiques de l'Europe. Assez simplement, voilà, si on fait un projet avec un impact de réduction des émissions, on y contribue. C'est pas très compliqué, il faut savoir le quantifier, mais
C'est simple à montrer. Et ensuite, il faut montrer que le dispositif ELENA, c'est le dispositif le mieux adapté par rapport aux autres dispositifs existants. Donc ça, c'est les 6 grands critères d'évaluation. Maintenant, si on regarde dans le dossier, donc là, c'est un extrait, on va dire, des 2 parties principales du dossier du dossier de pré-demande. Donc là, sur la partie gauche, il y a vraiment une partie qu'est-ce que c'est comme programme d'investissement, le programme d'investissement global. Donc par exemple, là, on va vouloir mettre quantifier concrètement quelle est la source de financement qui va financer et à quelle hauteur il va financer. Donc c'est ça le programme d'investissement global. Où est-ce qu'on va trouver ces 30 millions? Et ensuite, la deuxième partie importante, la partie 3, c'est le service d'aide au montage de projet. Donc là, c'est d'écrire qui est le consortium, donc comment il s'organise, expliquer pourquoi on a absolument besoin d'une subvention ELENA, et voilà, le décrire en détail et quels vont être les coûts. Et une dernière partie, donc vraiment calculatoire, là, c'est quel va être le ROI, combien d'économies en gigawattheure on va faire chaque année, combien d'énergie on va produire, combien de tonnes équivalent CO2 on va éviter, etc. Donc là, il y a déjà à ce stade préliminaire, il y a déjà des questions assez précises et quantifiées sur les impacts du projet. Donc à la fois montrer l'effet des multiplicateurs et aussi tous les impacts énergétiques en termes d'émissions. Maintenant, si on regarde le dossier complet, on va dire que c'est le même dossier avec beaucoup plus de questions pour que, voilà. Du coup, on arrive généralement à 30 pages. Donc, décrire qui est le demandeur, qui sont les organismes publics, quelles sont les entreprises qui la composent, quel est le plan d'action, en quoi le projet contribue aux objectifs locaux, régionaux, nationaux, dans quel cadre il s'inscrit. Et voilà, repréciser le programme d'investissement, le cadre géographique, etc. Et le rôle du demandeur, quel est son rôle dans le programme et quel est son rôle dans le programme. Là, je vous ai mis un peu un exemple de ce qui va être demandé en termes pour décrire précisément le programme d'investissement. Donc là, ils vont nous demander voilà, les caractéristiques pour un réseau de chaleur. Là. Caractéristiques du réseau de chaleur, donc quel combustible, voilà, de manière détaillée, des valeurs, la capacité de production, l'efficacité, les conduites, etc. Voilà, donc ils demandent un niveau de précision quand même assez important sur ce dossier-là. En plus de ça, donc en plus de tout ce dossier, il y a d'autres documents annexes. Il faut présenter les résultats qui vont être les résultats, le calendrier, combien d'années on va réussir à faire ce projet, et éventuellement le plan de financement. Le plan de financement, c'est le plan de financement, c'est qui finance et à quel moment il finance. À quel moment le financeur intervient. Donc, en dehors de l'ENA, quels sont mes autres financeurs? Du coup, peut-être juste rajouter ici, vous voyez, ce qu'on souhaitait montrer par ces slides, c'est que, entre guillemets, il faut avoir maturé un tout petit peu son projet avant de pouvoir construire le dossier. Il y a quand même un certain nombre d'indicateurs techniques, financiers, dont il faut avoir connaissance, conscience, et sans lesquels vous ne serez pas en mesure de compléter le dossier et donc du coup vous serez rapidement bloqué. Donc effectivement, on pourrait se dire oui, mais c'est contre-productif parce qu'on pensait à Elena pour justement être en mesure d'obtenir ces chiffres. Oui et non. Voilà, il y a quand même un minimum d'études de faisabilité amont à avoir fait faire, quelques chiffres clés à connaître sur les économies clés, les chiffres clés, les coûts clés que ça représente.
avoir un minimum d'idées sur comment est-ce qu'on pense le financer à terme pour pouvoir déposer le dossier. Donc, typiquement, c'est quand même des informations pour ceux qui ont fait déjà un schéma directeur réseau qui sont déjà établis. Ok. Voilà. Et un schéma directeur réseau, je rappelle, pour ceux qui veulent assister au webinaire jeudi prochain, l'ADEME le rappellera, c'est financé par l'ADEME. Il n'y a pas besoin d'aller chercher des fonds européens pour ce genre d'études, entre guillemets. Par contre, quand on est sur des objectifs vraiment d'aller trouver des nouveaux modèles économiques ou de tiers investissement ou aller discuter avec les abonnés sur les modalités de rémunération, par exemple, pour réduire les températures nécessaires et travailler avec eux sur la réduction des températures. Là, je pense qu'on n'a pas forcément d'outils adaptés et ça peut être un des sujets qu'on voudrait mettre un peu en exergue dans le cadre de candidatures de ce type-là, ou développer un nouveau réseau de chaleur. À ce moment-là, on peut aussi partir de données qu'on va récupérer via l'outil Terristory, par exemple, pour avoir des premières données sur un périmètre de nouveaux réseaux de chaleur avant de déposer un dossier. J'en profite juste à ce stade pour corriger une réponse qu'on a fournie. Je crois que c'était la métropole de Grenoble qui demandait l'éligibilité des coûts de personnel sur le suivi de l'investissement. Je veux juste corriger parce que j'ai revérifié. Les coûts éligibles, c'est vraiment tous les coûts avant le lancement de l'investissement. Donc, entre guillemets, les coûts de suivi après, une fois que le projet est vraiment lancé, ne sont plus éligibles. Voilà, donc, je suis désolé, je tiens juste à corriger ce petit point pour éviter de dire une bêtise. Ah, merci. Maintenant, on va passer à une partie voilà, exemple de projet financé, simplement une slide pour que ce soit un peu plus concret pour comprendre ce qui a été financé. Donc, on a sélectionné 2 projets parmi 140 qui ont été financés. Donc, il y en a 50 qui ont été financés, il y en a 60 qui sont achevés, il y en a 80 qui sont encore en cours. Sur tous ces projets déjà financés, finis, il y en a 18 qui avaient au moins une partie investissement dans les réseaux de chaleur. Bon, soit ça peut être marginal pour certains, mais il y en a voilà, un vraiment qui est assez exemplaire. C'est un projet mené par la municipalité d'Aalborg, donc c'est au Danemark. Donc, il est intéressant parce que l'objectif du programme, c'est 13 projets d'investissement dans les réseaux de chaleur et de froid. En fait, c'est un regroupement de 13 petits projets pour en faire un plus gros projet, en fait. Et donc, eux, ils sont arrivés à un programme d'investissement de 13 projets avec un effet multiplicateur x 23, avec un effet levier x 23, et donc leur programme d'investissement était supérieur à 60 millions d'euros. Du coup, en fait, c'est la combinaison de ces projets qui ont permis d'atteindre le seuil des 30 millions. Donc après, d'un point de vue technique, c'était un réseau de chaleur qui fonctionnait au gaz, et donc ils l'ont fait passer au biogaz. Voilà, enfin, ça c'est ce que ça finançait. En termes de résultats, voilà ce qu'ils ont présenté. Donc des réductions de la consommation énergétique, des réductions des émissions. Voilà, c'est typiquement des chiffres qui vont être demandés. Donc, ce qui a été financé par le projet ELENA, par le dispositif ELENA sur ce projet, donc les 2,7 millions d'euros, ils ont permis d'améliorer la rapidité du processus d'investissement, tout en permettant à ce que les acteurs, les entreprises privées, les entreprises, elles utilisent des technologies de pointe. Donc, enfin, bon, c'est qu'elles puissent utiliser des technologies que la municipalité voulait qu'elle utilise. Et c'est aussi la municipalité, elle a pu aussi mettre en place un service d'évaluation et de réponse aux appels d'offres qui est beaucoup plus rapide et plus efficace pour les nouvelles entreprises qui veulent installer des réseaux de chaleur. Donc ça ne sert pas seulement
En fait, ce que Elena veut financer aussi, c'est que ce n'est pas seulement des projets en one-shot, c'est qu'on arrive à mettre en place des compétences dans les municipalités et qu'elles restent vraiment de manière pérenne et que ces projets puissent être répliqués par la suite. Donc voilà, ça c'est un bon exemple sur les réseaux de chaleur. On a un autre exemple donc là qui est sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est donc la métropole de Lyon qui a obtenu un financement à hauteur de 900 000 euros. Donc, un budget de 1 million, ils ont 90%, 900 000 euros qui a été financé par Elena. Donc, leur programme global, c'était des logements. Donc là, ils étaient sur l'enveloppe présidentielle. Des logements sur la métropole, donc rénovation énergétique sur la métropole, sur 16 immeubles avec un gain. Voilà. Et donc l'objectif, c'était d'atteindre un gain énergétique de 47%. Donc, ce que ça a financé, ce que Elena a financé, en fait, c'est vraiment la montée en puissance de la mise en place de ce dispositif. Donc, c'est la métropole qui met en place un dispositif et donc elle le teste sur ces 16 immeubles. Et ensuite, elle valorise le fait qu'elle ait pu recruter un CDI et un CDD pour pérenniser ce nouveau dispositif de financement qui est EcoRénov. Donc ça accompagne ça permet d'accompagner tous les bailleurs sur la phase de conception, montage administratif, financier, suivi des travaux, etc. Je tiens à préciser là, juste parce que ça a l'air d'être antinomique par rapport à ce que je viens de dire juste avant. Ici, c'est pas quelqu'un qui a été, enfin, on n'est pas financé quelqu'un qui pour le suivi du projet. Hein. C'est le financement s'est arrêté au moment où, entre guillemets, les investissements ont été lancés, mais les personnes sont restées. Sauf que le financement Elena s'est arrêté et à ce moment-là, c'est la métropole qui a enchaîné le cofinancement de la suite. Voilà. On a un exemple similaire sur Grenoble, notamment dans le dispositif d'accompagnement des copropriétés qui a fait l'objet effectivement aussi d'un dépôt de dossier Elena avec la Banque Populaire qui a permis de financer l'ingénierie nécessaire pour préparer les travaux de rénovation dans les copropriétés. Donc là, c'était deux exemples choisis. Quand on vous transmettra la présentation, là, il y a l'extrait des 18 projets qui traitent plus ou moins directement des réseaux de chaleur. Donc, libre à vous de pouvoir les consulter, voir un peu leur retour d'expérience sur ces différents projets. À savoir quand même qu'il y a un certain nombre qui sont encore en cours, oui. Donc sur lesquels il n'y a pas encore forcément beaucoup d'informations qui sont disponibles. Par contre, voilà, il y en a quelques-uns qui sont finis, parmi lesquels ceux qu'on vous a présentés, donc pour lesquels on a plus d'informations. Parfait. Là, ce slide, c'était projet finalisé. Alors, parmi ces projets, il y a un projet qu'on a déjà présenté dans le cadre de nos comités de c'est REFER CDR, donc un projet du Danemark qui a été lancé par une des régions du Danemark, la région centre Danemark, et qui impliquait l'ensemble des réseaux de chaleur des collectivités impliquées dans le projet et qui a permis d'accompagner toutes ces collectivités dans le développement de plans d'action, de stratégies, et de stratégies d'investissement derrière. Est-ce qu'à ce stade, il y a des questions particulières? Ok, donc on a fait le tour sur Elena. N'hésitez vraiment pas si entre-temps il y a des questions supplémentaires qui vous viennent à l'esprit, notez-les-vous et puis ne pas hésiter à nous les faire remonter. Donc voilà, maintenant on passe au dispositif Project Development Assistant qui est financé, qui est sous le programme LIFE de la Commission européenne. On va reprendre exactement le même
comment dire, les mêmes parties que pour le programme Elena. Donc, on commence du coup par la présentation du dispositif. Alors, vous allez voir, nous, ce qui va nous intéresser, c'est plutôt le scope A, mais bon, on vous présente la présentation générale. Donc, le PDA, c'est un appel à projet, on a mis un gras compétitif. Hein. C'est un appel à projet de la Commission européenne. Donc, il y a une date on va voir, il y a une date butoir, il y a de la compétitivité, il y a plusieurs, il y a de la concurrence sur ce type d'appel à projet. Donc, ça finance des projets, ça finance des projets donc, toujours dans l'efficacité énergétique et dans les énergies renouvelables. L'objectif, c'est d'arriver à développer des solutions qui sont des solutions de financement qui sont reproductibles et qui arrivent à mixer des capitaux publics et surtout des financements privés. Donc, en fait, l'objectif principal du PDA, c'est des gens qui veulent créer des dispositifs, des nouveaux types de contrats, etc., où on arrive à vraiment faire effet levier avec de l'argent public pour soulever du financement privé. Donc, il y a deux champs d'application, il y a deux champs dans le PDA. Donc, il y a le Project Development Assistance, c'est ce qui va nous intéresser le plus. Le scope B, c'est déjà en termes de. Je crois qu'il faut déjà avoir été financé par ailleurs. Et en plus, ça ne concerne que les projets d'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments. Pardon. Ça ne concerne que les projets de rénovation énergétique des bâtiments. Donc, en termes de conditions d'éligibilité, il faut montrer qu'on arrive à mettre en place une solution facile à mettre en œuvre, donc c'est-à-dire reproductible, d'investissement dans l'énergie durable au travers de l'Europe. Donc, il faut soit développer un système de financement évolutif où on mobilise l'investissement privé. Donc là, il y a des exemples de ce qu'on peut faire. Hein. Les fonds mixtes, instruments financiers. Voilà. Il faut trouver un système. Donc, il faut avoir ça, il faut avoir mettre en place un système de financement. Éventuellement, en plus, on peut rajouter de l'innovation organisationnelle pour arriver à mobiliser ces investissements privés. Et en plus, ce qu'il faut absolument, c'est qu'il y ait un haut niveau d'ambition en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre et des économies d'énergie. En fait, ce qui va être très important, ça va être, c'est vraiment, il faut montrer qu'on arrive à mettre en place une innovation en termes de financement. Donc là, vous avez donné des exemples, Prévert, contrat de performance énergétique, société publique de services énergétiques, etc. Tout ça, c'est des nouvelles manières de pouvoir financer ces projets. Alors, ça va vous paraître peut-être assez flou dans la rédaction. Alors, l'appel à projet est rédigé comme tel. Hein, donc, et il est flou pour beaucoup de monde. Alors, ça se comprend lorsqu'on voit la longueur de la FAQ sur l'appel à projet. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est assez comparable finalement à Elena, dans la mesure où on vient financer des études préliminaires. Donc voilà, si on se remet dans notre cas de figure sur le réseau de chaleur, tout ce qu'on a pu discuter sur Elena, ça reste des choses qui sont éligibles. À nouveau, on n'est pas du tout dans un contexte, on va le voir, où on cherche à financer du CAPEX, des investissements. Clairement pas. On est clairement sur tout ce qu'il y a en amont. Sauf que comme là, on est dans quelque chose qui est compétitif, comme là, on est vraiment du côté de la Commission européenne, il y a cet aspect nécessité de réplicabilité du modèle, c'est-à-dire que voilà, la Commission veut voir des beaux projets qui pourraient se faire ailleurs. Donc c'est pour ça que le mode de financement, c'est pas juste un mode de financement ultra dédié spécifique à un projet en question. C'est là où il faut apporter de l'innovation en matière de mode de financement. Alors, par innovation, ça peut être très innovant comme pas du tout innovant. Hein. Le simple fait, par exemple, de faire de l'investissement en commun,
de regrouper plein de communes ensemble qui feraient un achat commun parce que derrière, ça leur permettrait d'avoir une plus grande, comment dire, en fait, comment? Effet d'échelle. Voilà, effet d'échelle, capacité à réduire le coût de l'accès à la technologie. Voilà, tout ça, ça fait déjà partie comme un premier élément de niveau d'innovation de la manière avec laquelle on fait de l'achat public. Et puis après, voilà, plus on va loin dans l'innovation, dans les idées, en faisant, voilà, c'est noté là, des prêts verts, si on arrive à démontrer comment dire, des modèles ou concrets, enfin, qui fonctionneraient, où on arrive à démontrer, par exemple, que voilà, l'efficacité as a service, entre guillemets, donc c'est-à-dire le financement sur preuve des résultats d'amélioration de l'efficacité énergétique, enfin, des choses un petit peu complexes comme ça. Qu'on arrive à le démontrer en même temps qu'on fait les études techniques, hein, qui, elles, restent éligibles, qui sont cachées en fait là dans le 3 de cette slide. Voilà, il faut les deux. Il faut un gros programme d'investissement dans lequel il y a des études techniques, mais il y a aussi cette étude du modèle financier qui est nécessaire et obligatoire. Donc voilà, c'est là où on se différencie quand même assez sérieusement d'un dispositif ELENA. Donc, du coup, qu'est-ce qui est visé en termes de secteur? Donc là, c'est un peu la même chose que l'ENA. Donc, voilà, bâtiment résidentiel existant, bâtiment non résidentiel existant, les énergies renouvelables intégrées au bâti ou les autres énergies renouvelables à petite échelle, les infrastructures. Donc là on rentre en particulier sur réseau de chaleur, réseau de refroidissement urbain, les infrastructures de transport, pareil que l'ENA. Ça finance aussi des projets dans l'industrie, les services et la production d'énergie renouvelable. Donc voilà, pour résumer, il faut qu'il y ait un projet ambitieux, on va dire qu'il y a un projet vitrine. Donc la Commission européenne finance via le PDA un projet vitrine, et ensuite ce qui doit rester et ce qui doit être pérennisé, c'est le mode de financement qui est original et qui doit pouvoir être répliqué dans d'autres pays européens ou du moins dans d'autres pays européens. Dans d'autres territoires. Dans d'autres territoires. Donc là, en termes de qui peut être le porteur du projet, on est un peu dans le même cas de figure que l'ENA. Il y a des entités publiques ou privées qui peuvent y prétendre. Donc, l'autorité publique, des opérateurs, des organismes d'infrastructures publiques-privées, des agences de l'énergie, sociétés de services énergétiques, et ensuite à l'échelle de magasins, des grands propriétaires immobiliers, les grands industriels, etc. Donc, on peut soumettre en étant monopartenaire, c'est possible. On n'a pas trop de retour d'expérience, mais a priori, c'est plutôt des candidatures où il y a plusieurs partenaires qui font partie d'un seul pays éligible. Voilà, donc, monopartenaire possible, collaboratif souhaité, mais ce n'est pas un problème d'être sur un seul pays. N'importe qui peut déposer un dossier PDA, aucune limite sur la typologie de l'acteur. Et comme l'a dit Romain, voilà, on peut y aller en monopartenaire, mais de ce qu'on a vu, nous, des projets financés, ils sont quasiment jamais seuls. Donc, il y a quand même une vraie logique d'y aller à plusieurs, notamment voilà, lorsque on parle de modèles un peu de financement innovant et tout, bah, si on n'a pas un peu les différents stakeholders qui forment le modèle un peu innovant, qui sont impliqués dans le projet, c'est pas idéal, même si c'est possible. Mais voilà, comme d'habitude, il y a les possibilités offertes et puis après la réalité de ce qui fait qu'on gagne. Le taux de financement, là, donc le financement, c'est une subvention qui finance à hauteur de 95%. Il y a un minimum de dépenses de 500 000 € et on va jusqu'à 1 500 000 €. Et donc, il faut démontrer un effet multiplicateur pour chaque euro investi de x15 donc entre l'euro investi et le programme total de financement. Donc, en termes
de dépenses éligibles, donc de typologie de dépenses, voilà, le temps de personnel, tout ce qui est toute la sous-traitance de conseils spécifiques sur les questions juridiques, financières, techniques, de déplacement, etc., pour mettre en place le projet. Donc, après, qu'est-ce que ça finance? Quel est l'esprit, dans quel esprit ça a été créé en termes de ce que ça finance? Donc, tout ce qui est étude de faisabilité, mobiliser donc, les parties prenantes, c'est-à-dire comme sur Elena, hein, lorsqu'on veut passer à un marché, ben, ouais, ça finance ça. Voilà, la procédure d'appel d'offres, mise en place du système de financement, donc financement, l'ingénierie, réflexion sur l'ingénierie financière, etc. Et aussi, on peut regrouper cet investissement avec d'autres, comment dire, ce qui peut être financé par le PDA, c'est toutes les mises en relation avec d'autres fonds, par exemple les fonds régionaux, le fonds FEDER, fonds européens, tout ça, tout ce travail-là de recherche avec de nouveaux fonds, il peut être pris en compte dans le PDA. En gros, si j'entends bien, le montage d'un financement derrière FEDER pour aller chercher des budgets d'investissement. Tout à fait. Rentrera complètement dans ce qui est éligible. Oui. Mais presque aussi également dans l'ELENA, c'est-à-dire que concrètement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là, toutes les dépenses préalables à l'investissement sont éligibles, donc très comparable à l'ELENA. C'est assez typique d'un projet européen pour ceux qui en ont l'habitude, sauf qu'on se rend bien compte ici qu'il y a une catégorie de dépenses qui n'est pas mentionnée, c'est celle des équipements. Les équipements ne sont pas éligibles, très clairement. Elle n'existe même pas, cette ligne, dans cet appel à projet. Et on note aussi l'importance, parce qu'on est dans du projet européen, des coûts de dissémination. Donc forcément, il y a un objectif où la Commission souhaite que, voilà, que si ça marche, si le modèle qu'on développe il fonctionne, il a permis d'engager les dépenses du programme ambitieux de décarbonation, et ben on en parle, et on en parle beaucoup, et on en parle à l'échelle européenne. Donc, c'est toutes ces dépenses-là, participation à des colloques, participation à des congrès, participation à des salons, toutes ces dépenses-là sont éligibles et encouragées. Donc, en termes de calendrier de versement, donc il y a trois. Ça fonctionne sur le même modèle que vous avez déjà fait du financement et de la Commission européenne. Ça fonctionne sur le même modèle. Il y a un préfinancement à hauteur de 40%. Il y a une revue de projet intermédiaire au bout de 12 ou 18 mois en fonction de la durée du projet. Là, on retouche du financement et ensuite, le solde des dépenses est financé à la fin du projet lorsqu'on fait notre déclaration. Donc, sur l'effet multiplicateur, donc l'effet multiplicateur entre les euros investis par la Commission européenne via le PDA, donc il faut faire x15 pour obtenir le programme d'investissement global. Donc il y a un effet multiplicateur x15. Donc typiquement, ce qu'on va avoir comme programme d'investissement, c'est des programmes d'investissement un peu moins ambitieux que Elena. On peut démarrer avec des projets de 7 500 000 euros et on peut aller jusqu'à 50 millions. Versus Elena où on démarre à 30 millions et il n'y a pas de limite supérieure. On peut aller au-delà de 60 millions. Je tiens à préciser pour ceux qui calculent très vite, 1,5 million qui est le maximum x 15, ça ne fait pas 50. Mais c'est juste que il est indiqué que ce n'est pas la philosophie de PDA de financer des projets au-delà de 50 millions d'euros. Donc, c'est dans cette mesure-là qu'ils estiment être complémentaires à Elena. Eux, ça reste comme des projets européens. Les investissements sont plus petits. Si derrière, vous avez vraiment un très gros projet, dans ce cas, il faut plutôt présenter ce type de projet-là, qui n'est pas du tout antinomique avec la philosophie Elena, qu'on se le dise. Elena peut aussi tester un modèle de financement original. C'est tout à fait envisageable. Voilà. Quand c'est plus gros, c'est Elena.
aussi parce qu'il ne demande pas forcément 15 fois, un multiplicateur de 15 fois, c'est minimum 15 fois, mais souvent les projets, ils vont beaucoup très au-delà. Donc, PDA Live, c'est un appel à projet. Donc, il y a une date limite de dépôt, c'est le 16 novembre. Donc, il faut déposer sa candidature sur le portail de la commission avant le 16 novembre. Là, il y a 3-4 mois de temps d'évaluation. Ensuite, il y a 6 mois derrière de contractualisation entre les différents les porteurs de projet, enfin, le porteur de projet, les partenaires, plus le financeur qui est la Commission européenne. Donc voilà, la date à retenir, c'est 16 novembre. C'est un appel à projet qui est compétitif. Il y a une enveloppe budgétaire de 6 millions. Donc, c'est vrai, il y aura il y aura au maximum 12 projets et au minimum 4 projets qui vont être financés sur cette enveloppe. Donc, par rapport à la date, ce qu'il faut aussi garder à l'esprit, c'est que la précédente vague de la PDA, donc, qui était en novembre 2021, on commence à peine là actuellement au mois de septembre à voir qui sont les projets financés parce qu'ils sont en train de démarrer en fait là ce mois-ci. Donc on n'a pas encore toutes les informations, mais on va le voir un peu plus tard. Je tiens également à préciser, peut-être parce que c'est important, pour un projet européen type PDA, la date de démarrage d'éligibilité des dépenses reste théoriquement au moment toute dépense qui aurait été démarrée après avoir déposé le projet. C'est-à-dire que théoriquement, ne sont éligibles les dépenses qu'au-delà du 16 novembre 2022. Donc, tout ce qui aurait été dépensé avant n'est pas éligible. Et nous, on vous conseillera toujours de plutôt considérer uniquement les dépenses au moment de la notification. C'est toujours un peu plus safe. C'est différent d'Elena. On ne l'a pas forcément mentionné, on le rajoutera dans les slides, où Elena ne sont éligibles uniquement et exclusivement les dépenses dès lors que vous aurez été notifié que vous êtes retenu pour financement. Donc, il n'y a pas d'antériorité de la dépense par rapport à la date de soumission du dossier. Ça n'existe pas chez l'ENA. Chez l'ENA, il ne faut pas avoir démarré, ou alors si vous avez démarré, c'est perdu. Une petite question, oui. Que quand vous dites c'est Live qui reprend PDA maintenant, les charges fixes chez PDA, c'est à 15% comme dans Horizon Pharma ou... Sur les frais forfaitaires, les frais de structure, il faut que je regarde. Moi, pour moi, elles sont à 25. Mais maintenant, du coup, vous me posez la question, faut que je vérifie. Okay. Mais normalement, c'est 25%. Surtout sauf la sous-traitance. Le Live PDA est un dispositif qui, voilà, dans la manière avec laquelle il est présenté, est un peu qui a l'air difficile d'accès. Mais retenons que c'est comme Elena, ça finance de l'étude d'ingénierie concrètement préalable à investissement, avec un peu d'ingéniosité niveau modèle de financement. Et ce qui est intéressant, là, son principal avantage, c'est son effet multiplicateur qui est plus faible. Donc, c'est plus adapté à des plus petits projets, mais derrière, c'est compétitif. Donc, malheureusement, vous avez la pression du calendrier et deux, aussi la pression européenne pour obtenir le financement. En termes de candidature, alors là, on a fait des slides. Il y a beaucoup de choses, mais il y a un document où vraiment il y a le cœur technique, c'est ceux qui ont déjà déposé des projets européens, c'est la partie B, plus la partie B, puis ensuite il y a 3 annexes, le budget, la présentation du porteur et la table récapitulative des investissements. Donc la partie importante, ça va être la partie B. La partie B, c'est 65 pages, il y a 4 parties. Relevance, Impact, Implementation and Resources. Donc, Relevance, ça va être toutes les parties qui montrent à quel point le projet est un excellent projet et que les personnes qui composent le consortium sont capables de mener à bien le projet et ensuite comment est-ce qu'on va y arriver, avec quelle méthodologie. La partie impact, c'est montrer à quel point le projet est ambitieux.
Donc, c'est montrer que c'est ambitieux au moment du projet, mais c'est aussi dans la dissémination. Là, c'est très important pour la Commission européenne qu'on puisse répliquer les modèles de financement qui peuvent être mis en place. La partie implémentation, c'est vraiment comment dire, le plan classique, voilà, le plan de travail, comment est-ce qu'on fait, qui fait quoi, et comment est-ce qu'on montre qu'on a bien fait notre travail correctement à la Commission européenne. Tout ce qui est la partie ressources, c'est une partie un peu moins, bon, qui est importante aussi. Voilà, qui sont les membres du consortium, expliquer qu'on a suffisamment d'expertise et qu'avec les membres du consortium qu'on a, on est capable de dérisquer à peu près tous les obstacles qui vont se présenter à nous pendant le projet. Alors ça, c'est la table d'investissement. Alors, ça joue un rôle important dans la notation, c'est pour ça qu'on l'a reprécisé. Donc voilà un peu les éléments qu'il va falloir mettre dans la table. Voilà. Où est-ce qu'on investit, quel type d'investissement, le décrire, le quantifier et le quantifier en termes de mètres carrés, de consommation énergétique, d'économie d'énergie, de production d'énergie renouvelable, et aussi quel va être le gain en termes économiques. Donc, je trouve ça, c'est très comparable finalement à nouveau les éléments chiffrés qu'il fallait apporter dans l'ELENA. C'est ça. Alors là, peut-être on va rester rapidement, mais OK. Ça marche. Bon, c'est les critères d'évaluation. Si vous êtes intéressé, il y en a beaucoup. Voilà. Simplement, c'est l'impact. La partie impact, c'est la partie la plus importante dans le dossier. Elle est Donc maintenant, si on s'intéresse à nouveau au concret, deux exemples de projets qui ont été financés. Donc là, c'est deux projets on a sélectionné deux projets qui ont été terminés et qui sont mis en avant par la commission. Donc, on a un projet qui s'appelle Sunshine, qui a duré 5 ans. Donc, il y a 5 partenaires qui sont en Lettonie. Donc, il y a une université qui coordonne, plus 4 sociétés de services de l'énergie et un financeur qui est aux Pays-Bas. Donc, eux, ils sont sur des projets de rénovation de logements multifamiliaux. Donc, ça permet c'est un projet où on a regroupé plusieurs petits projets, 31 petits projets, pour faire un total de 25 millions d'euros. Pour faire simple, ils ont rien inventé dans ce projet. Ils ont inventé les contrats de performance énergétique en Lettonie. C'est-à-dire qu'il n'y en avait pas jusqu'ici. Et ils ont simplement montré qu'avec leur projet, on était capable de le mettre en place avec un bon financeur, avec des sociétés de services de l'énergie. On était capable de le mettre en place en Lettonie. Donc finalement, il y a pas une innovation organisationnelle. Par contre, il y a une innovation. Cette innovation, c'est parce qu'elle est implémentée en Lettonie et que ça n'existait pas auparavant. Et voilà, dans le fonctionnement, ça reste un contrat de finalement. Une idée comme ça, si on amenait par exemple la SPL OSE, qui est l'outil régional de la rénovation énergétique, sur le sujet de la rénovation des réseaux de chaleur, ça pourrait faire montrer une innovation par rapport à leur modèle économique. Auquel cas, il pourrait être éligible, si je comprends bien ce genre d'artifice pour montrer que finalement, c'est parfois pas très difficile de montrer le côté innovant. Il suffit que ce n'ait pas été jusqu'ici fait dans le territoire concerné, même s'il existe par ailleurs, ou que l'outil existe, mais qu'il n'était pas orienté vers ce type d'investissement, par exemple. Exactement. Il ne faut pas faire de la disruption. On n'est pas dans l'extraordinaire dans le modèle, mais on fait quelque chose dont on pourrait faire la promotion assez largement à travers l'Europe ou même à l'échelle nationale. Vous voyez comment on l'a fait nous, vous voyez les conséquences que ça, faites pareil. Voilà, c'est vraiment le côté dissémination et réplicabilité du modèle qui est important. Donc voilà, prendre quelque chose qui existe ailleurs et le tester sur les réseaux de chaleur, c'est tout à fait possible. Après, ça reste un concours. Donc, est-ce que c'est le meilleur?
modèle. Voilà, ça. On dépose en région Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, là, du coup, là, je laisserai ça aux experts évaluateurs. Donc, le deuxième projet, ce qui est intéressant, c'est que c'est un projet, donc, particularité. Il est 100% espagnol, donc il n'y a que des partenaires espagnols. Il y a une agence de l'énergie qui est coordinateur. Ensuite, il y a des entreprises de services énergétiques. Il y a un financeur et il y a la région. Je ne sais plus dans quelle région c'est implémenté, mais voilà, il y a la région qui est impliquée. Donc, eux, leur objectif, c'était mettre en place un outil de financement pour la rénovation énergétique des logements familiaux, multifamiliaux. En gros, ce qu'ils ont mis en place, c'est un fonds de garantie pour les prêts qui sont octroyés aux entités privées qui font de la rénovation énergétique. Et donc, ils ont proposé, voilà, c'est ce qu'ils ont proposé. A priori, ça n'existait pas à l'échelle de leur territoire. Ils ont proposé plusieurs options de fonds de garantie qui est doté par la FEDER. Voilà deux exemples de ce qui peut être financé. Mais on voit bien qu'il y a deux schémas de financement, entre guillemets, innovants, au moins à l'échelle de leur territoire. Qui reste bien entendu adossé. Là, on fait focus sur le volet financement parce que c'est le truc un peu différenciant d'Elena, mais qui reste adossé, bien entendu, à un programme d'investissement que l'outil là vient aider et qui là ne ressort pas forcément là, de nos slides. Ce qui est sûr, c'est que sur la slide suivante, on a une liste de tout plein d'appels à projets. Il n'y en a pas beaucoup qui ont été financés par PDA, même dans le passé. Et là, on attend la grosse vague de l'année dernière, mais dont aujourd'hui, il n'y a qu'un seul à date qui a été communiqué et encore, on ne connaît pas grand-chose dessus. Donc, voilà, on vous laissera le plaisir de découvrir un petit peu plus dans le détail ces différents modèles financiers qui ont été travaillés parce que très probablement, ils vous parleront bien mieux à vous qui êtes dans la thématique que nous qui sommes consultants plutôt sur le volet montage de projet. Mais je vous invite à regarder d'assez proche justement ce seul projet financé de l'année dernière dont on a connaissance à date, dont on ne sait pas grand-chose, mais qui concerne justement les réseaux de chaleur en Croatie, donc qui est quand même particulièrement quand même pertinent, qui a impliqué plusieurs acteurs croates et qui cherche à développer vraiment l'opportunité sur le territoire. Est-ce qu'on les fait ces slides? Non, en gros, là, si vous avez besoin de faire passer la présentation dans vos services et que vous voulez une présentation en très, très bref, voilà, en une slide, tout ce qu'il faut savoir sur Elena. Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça finance, quelle est la durée, qui peut porter, c'est quoi le dossier, qu'est-ce qui est éligible en termes de dépenses. On a fait la même pour PDA, donc vous pourrez comparer les deux assez facilement et faire circuler s'il y a besoin, n'hésitez pas. Et je pense que c'est plutôt la slide d'après qui est importante. Oui, pas de problème. Qui en gros résume un petit peu les critères différenciants entre les deux dispositifs. Donc finalement, Elena, c'est un projet ambitieux de décarbonation tout court. Voilà. Alors que PDA, il y a cet enjeu de décarbonation, mais aussi le modèle un peu de financement intéressant, original. On va plutôt parler d'original plus qu'innovant, original et réplicable. Le taux de financement très légèrement différent. Elena, 90%, PDA, 95%. Dans les deux cas, on reste sur de la subvention. Elena, les aides minimum, maximum, on a mis environ 800 à environ 2,5 millions. C'est environ, parce qu'en soi, c'est ce qu'on a observé parmi les projets financés, mais tant que vous justifiez de l'effet levier, il n'y a pas de limite théorique. Ce qui est différent de la PDA, où il y a un minimum imposé et un maximum imposé. Donc, on ne peut pas aller au-dessus, on ne peut pas aller en dessous. Les effets leviers sont un tout petit peu différents. Elena, c'est x20, PDA, c'est x15. J'ai déjà parlé un petit peu de la différence au niveau des programmes d'investissement auxquels ces projets doivent s'adosser. PDA, c'est plus petit, c'est à partir de 7,5 millions. Elena, c'est plutôt les gros, c'est à partir de 30 millions d'euros. En termes de porteurs, dans les deux cas, c'est très comparable. Tout le monde peut porter. On peut y aller en monopartenaire comme en collaboratif. Elena a l'avantage d'être en continu, donc vous pouvez déposer des dossiers tout au long de l'année.
il n'y a a priori, comme on disait tout à l'heure, pas de date limite à ce stade connue. Là où PDA, on est sur une date qui est le 16 novembre 2022, ça approche assez rapidement. C'est un renouvellement a priori annuel. Donc, il devrait y avoir une date en 2023 aux alentours de novembre. Elena, pas de limite en termes de nombre de financés. Voilà, c'est dans l'échange avec la BEI. PDA, 4 à 12 dossiers, donc il y a un côté compétitif. Elena est un dossier dont la complexité est relative dans la mesure où il y a un échange avec la BEI, donc avec entre guillemets le sponsor qui est possible, ce qui n'est pas offert par le LIFE, donc par la PDA, et dont le dossier est, dit en passant, 2 fois plus gros. Donc, en gros, PDA, c'est pour les plus petits investissements, mais il faut avoir un peu d'innovation en stock. Et puis, malheureusement, il est plus risqué que Elena, où là, il faut avoir un gros mastodonte d'investissement devant soi, même si les regroupements sont possibles dans les 2 cas. Et on y gagne à avoir une candidature plus simple. Donc, on pourrait dire que c'est antinomique, mais en tout cas, voilà, il n'y a pas un qui est préférable à l'autre. C'est soit votre projet il est plus petit, mais dans ce cas, ça va être plus compliqué, soit votre projet il est très gros, et auquel cas, c'est plus simple. Voilà. Donc, et si vous êtes au milieu, je pense qu'il faudra toujours préférer Elena, très clairement. Donc, se regrouper. Donc, se regrouper, c'est après se regrouper, comment se regrouper? C'est là où il faut se poser la question de manière un petit peu intelligente. Lorsqu'on regroupe plusieurs projets, c'est sous quel chapeau finalement? La complexité, une petite question sur la complexité. Il y a la complexité à la candidature et il y a la complexité au suivi. On sait que les projets FEDER, administrativement parlant, c'est assez compliqué en termes de gestion. Pour PDA et Elena, est-ce que finalement, on va dire PDA, la complexité, elle est qu'à la candidature et ça se simplifie après ou ça peut être casse-pied tout au long de la vie du programme? Et même question pour Elena. Alors, moi, de mon point de vue, par rapport au FEDER, je pense qu'effectivement, le FEDER, ce qui est derrière, c'est la justification des investissements, le contrôle et ainsi de suite. C'est ça. C'est sûr que c'est beaucoup moins casse-pied vu le montant d'investissement. Voilà, ils ne vont pas être à demander d'avoir des consultations pour plusieurs entreprises pour chaque investissement qui va être justifié derrière. Vous voyez. Donc, contrairement à certains projets européens où il va falloir montrer qu'on a fait consultation et ainsi de suite. Et je pense que d'un point de vue, oui, derrière justification, c'est quand même plus léger. Derrière, la candidature étant plus lourde au début, c'est justement pour s'assurer que derrière, ils n'aient pas besoin d'aller chercher la petite bête sur tout ce qui a été engagé en tant que financeur et du coup se contenter entre guillemets d'états récapitulatifs de dépenses. Le FEDER, c'est ce qui se fait de pire, on ne va pas se mentir, en termes de justificatifs. Là, dans les 2 cas, voilà, état récapitulatif des dépenses, c'est certain, parce qu'il faut justifier de votre subvention. Le seul point qui est un petit peu délicat, qui va être dans les 2 dispositifs, c'est qu'à la fin du financement, il vous faudra émettre un rapport final dans lequel vous démontrez de l'effet levier. OK. Ça va être la complexité principale. Mais cet effet levier, il n'est pas impossible à atteindre. Typiquement, dans le cas du PDA, vous devez finir votre projet. Vous devez avoir signé les contrats d'investissement. Donc, vous devez être en mesure d'apporter comme preuve les contrats d'investissement qui justifient votre effet levier. Donc, en soi, voilà, c'est déjà fait. Enfin, c'est censé être fait dans la durée du projet. Mais voilà, c'est beaucoup moins embêtant. On ne va pas vérifier à chaque fois si pour chaque sous-traitant, vous avez bien fait toutes les procédures d'appel d'offres, etc. Le seul truc que j'ajouterais, c'est en discutant avec des chefs de projet d'ELENA, de l'Europe européenne d'investissement,
En gros, plus, parce qu'il y a un autre dispositif qui est encore plus petit que ELENA et PDA, plus on va vers les petits programmes, plus c'est facile de ne pas générer les investissements promis sans devoir rembourser. Par contre, ELENA, ils sont les plus exigeants par rapport au remboursement. C'est-à-dire que si les investissements ne sont pas atteints, il y a un suivi pour s'assurer que soit vous générez ces investissements, soit vous remboursez le montant qui n'a pas été obtenu. Je peux vous préciser ça. Ok. Donc, il y a quand même à nouveau l'importance du bénéficiaire, donc, qui va toucher la subvention, qui va devoir la répartir et qui va éventuellement devoir aussi la rembourser s'il ne réussit pas à démontrer, à faire son bon suivi. On a quand même une slide, je crois, avec juste quelques dépenses, quelques dépenses un petit peu clés, un petit peu que vous allez vous rencontrer peut-être ou qui sont importantes pour vous en ce moment, ou auxquelles vous vous questionnez, et qu'on a essayé un petit peu de vous classifier en fonction des voilà, quel appel à projet. Est-ce qu'il y a certaines dépenses qui sont mieux attendues dans un appel à projet plutôt qu'un autre? Donc, systématiquement, pour toutes les dépenses, retenez bien qu'on n'est pas dans… on évite dans tous les cas de financer de l'équipement ou de l'investissement. En tout cas, l'investissement ne sera jamais considéré. On est toujours essentiellement dans le cahier des charges, dans l'outil au service de ce qui va se passer derrière. On est toujours dans l'étude de faisabilité. On est éventuellement, comme on l'a mentionné tout à l'heure, s'il y a équipement, c'est plus sur de l'instrumentation. On va vraiment, voilà, jamais être dans le hard. Voilà. Et c'est particulièrement vrai avec PDA, où concrètement, il est clairement stipulé dans les conditions d'attribution que voilà, PDA, on cherche à financer de la matière grise et pas de la tech. Voilà, c'est clairement indiqué comme tel pour la PDA. ELENA est plus large dans son scope quand même, mais ce qui réunit les deux, ça reste l'impossibilité enfin, voilà, c'est vraiment les investissements en tant que tels, ce n'est pas eux qui viennent se faire financer. Par contre, voilà, dès lors que vous voulez faire un petit peu des études d'opportunité, de l'animation, de la dissémination, tout ça, c'est des choses qui forcément, au vu du côté européen du terme, sont bien soutenues. Puis la formation, forcément, ça fait partie du jeu. Hein. Clairement, ces aides-là sont là aussi pour venir faire monter en compétence un certain nombre d'acteurs. Typiquement, lorsqu'on réunit tout plein de monde ensemble, c'est non seulement pour avoir un effet levier à plus grand nombre, mais c'est aussi pour permettre à des plus petits qui n'auraient pas les moyens de se tenir à jour sur voilà, tout ce qui, sur ce qui se fait, on va dire, aujourd'hui, de pouvoir aussi apprendre et monter en compétence. Et là, je pense qu'on a vraiment fini. Oui. À la fin, on vous a simplement mis nos contacts si vous souhaitez, si vous avez des questions complémentaires qui vous viendraient à la suite. On vous enverra les slides si peut-être qu'il y a des questions qui vont vous surgir. N'hésitez pas à nous les poser. On fera service après-vente avec grand plaisir. Puis vous, messieurs, peut-être aussi si vous voulez.